Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk MBMCI. Le talk MBMCI, c'est un rendez-vous à peu près mensuel avec des expertes et des experts de notre marché, du marketing digital. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Bertrand Jonquois. Bonjour Bertrand. Bonjour Louis, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de passer ce moment matinal avec nous, surtout que ton actualité est dense en ce moment. Alors, on va bien sûr parler de tes activités professionnelles et académiques, mais l'actualité en question, c'est effectivement le livre que je montre là devant la caméra, hop, qui s'appelle «Je trouve un job dans le digital, les métiers qui recrutent et des conseils de pro pour réussir», que tu as donc publié aux éditions Duno. C'est tout récent, hein, c'est mai 2024, donc on va bien sûr en parler pendant ce talk. Mais dans tes nombreuses activités, on peut déjà mettre en exergue celle que tu exerces donc au sein du Paul Léonard de Vinci, puisque tu es tout comme moi directeur pédagogique d'un master. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Bertrand? Bien sûr. Donc effectivement, je suis responsable d'un master qui s'appelle Digital Marketing et Data Analytics au pôle Léonard de Vinci, donc à l'EMLV. C'est un double diplôme entre l'EMLV et l'IM, hein, donc c'est le principe de la transversalité qu'on met en place au pôle Léonard de Vinci, de faire des ponts entre les différentes écoles, en l'occurrence entre l'école de management et l'école du digital du pôle Léonard de Vinci. J'encadre à peu près 350 étudiants qui sont en train de passer de bac plus 4 à bac plus 5 pour être diplômés à la fin de ces 2 années de master. Et Bertrand, donc on en parlait justement quand on préparait cette émission. Il y a près de 300 étudiants, hein, c'est ça, dans ce master DMT. 350. 350, voilà. Donc Ouais. on vous invite à aller voir donc sur le site de l'EMLV, l'école de management de Léonard de Vinci, cette formation. Une des particularités, Louis, si tu me permets, qui est Bien peut-être sûr. intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est un diplôme qui se fait à la fois en alternance, hein, qui est quand même un sujet important en ce moment pour les étudiants, et en formation initiale. Donc, on a la possibilité de faire soit l'alternance, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, soit, disons, la formation classique, 6 mois à l'école, 6 mois en stage, 6 mois à l'école, 6 mois en stage. Voilà, grosso modo. C'est un peu une des particularités du diplôme. Parfait, Bertrand, merci. Bon, t'es un peu en fait le cousin hein, du MBMCI. Le Exactement. MBMCI, Exactement. c'est l'Executive Education et toi, t'es le cousin donc en formation initiale. Parfait, Exactement. Bertrand. Alors, Bertrand, justement, je le disais, hein, donc ce livre, je trouve un job dans le digital, sorti aux éditions Duno. En fait, son histoire, sa genèse, elle vient d'un podcast, c'est ça, et d'un podcast Exactement. qui s'appelle Le Tout à fait. Gagne-Pain. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement. Bah, en fait, il y a 4 ans, comme tu viens de le dire et comme on vient de l'évoquer, on travaille tous les deux avec des étudiants. Il y avait des questions qui revenaient tout le temps de la part des étudiants que je rencontrais, qui étaient, mais qu'est-ce que c'est un SEO manager? Qu'est-ce que ça fait concrètement un data analyst? C'est quoi la différence entre un data analyst et un data scientist? Hein, et donc ces questions, elles étaient régulières, permanentes. Et donc, évidemment, j'essayais d'y répondre et de m'efforcer d'y répondre le plus simplement possible pour expliquer à des étudiants qui n'ont pas encore toutes ces notions du digital, qu'est-ce que ça voulait dire et en quoi ça pouvait les intéresser. Et donc, il s'est trouvé qu'une de mes anciennes étudiantes, Majdeline, qui donnait des cours chez moi et elle avait les mêmes questions. Et un jour, on s'est retrouvés autour d'une table à boire un café en se disant, mais voilà, tous les étudiants nous posent ces questions, comment est-ce qu'on peut faire pour y répondre? Et donc, on a un peu réfléchi, c'était il y a 4 ans, hein. On a un peu y réfléchi, c'était la grande vague où on se disait, bon, pourquoi pas TikTok? Mais expliquer un métier en dansant dans une chorégraphie de 30 secondes, on s'est dit que c'était peut-être pas la bonne idée. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le podcast? Et c'est là-dessus qu'on est parti. Donc, on est parti sur un podcast qui s'appelle effectivement Le Gagne-Pain. Et pendant 4 ans, on a fait 80 interviews, 70 interviews ont servi pour le bouquin, mais on en est aujourd'hui à la 80e interview avec des professionnels qui expliquent leur métier et qui expliquent surtout leur quotidien. Donc, ça veut dire qu'est-ce que je fais concrètement tous les jours? Est-ce que j'ai besoin de parler anglais? Est-ce que Excel, c'est important? Est-ce que je peux faire du télétravail? Voilà, on est vraiment dans des choses assez pratiques et puis expliquer le métier dans ce qu'il a de plus concret, quoi. Hein, et donc, à partir de ces 70 interviews faites pendant ces 4 ans d'existence du podcast,
j'ai décidé il y a à peu près 6 mois d'essayer d'en faire une synthèse, d'essayer de faire quelque chose de, disons, encore plus efficace pour quelqu'un qui veut le prendre en main rapidement, pour trouver un job et essayer de comprendre ces différents métiers. Ce podcast, donc évidemment, il existe toujours. Il est gratuit, Bien. hein, c'est-à-dire que n'importe qui Oui, peut l'écouter. Et donc, tu dis, il y a plus exactement. de 80 épisodes. Hein. Exactement. On a publié le 80e épisode en début de semaine et effectivement, on décrit tous les grands métiers du digital. Ce qui est intéressant d'expliquer, parce que c'est ce qu'on va retrouver dans le bouquin, c'est qu'on a essayé de couvrir tous les métiers du digital. C'est-à-dire pas seulement les métiers, disons, un peu classiques dont on parle souvent, des métiers qui sont associés à la digitalisation, aux startups, mais vraiment tous les métiers, que ce soit de la création, que ce soit de l'analyse de la data, que ce soit de l'écriture, hein, des rédacteurs web par exemple, des gens qui sont autour du RGPD, donc plutôt des gens qui sont juristes, hein, des gens qui sont sur la réglementation générale de la protection des données par exemple, le fameux RGPD, donc plutôt des juristes. Donc on a vraiment des créatifs, on a vraiment des analystes, on a vraiment tous les métiers du digital qu'on a essayé de couvrir, et puis on continue à le faire en essayant de couvrir les nouveaux métiers. Par exemple, on a enregistré une interview il n'y a pas très longtemps sur les prompt engineers, donc tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, qui est un métier dont on parle beaucoup, qui est très peu actif aujourd'hui. Il y a très peu de prompt engineers, mais c'est un métier dont on parle beaucoup. Et donc, voilà, on a essayé de couvrir tous ces métiers pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Et puis, surtout, pour proposer à ceux qui écoutent et ceux qui lisent le livre, de trouver leur voie, hein, parce que y a des gens qui sont plutôt orientés, disons, vers l'écriture, d'autres qui sont plutôt orientés vers l'analyse, d'autres qui sont plutôt orientés vers la création, ou plutôt orientés vers, je sais pas, encore une fois, le juriste, le juridique. Donc voilà, tous les métiers sont maintenant représentés dans le digital. Alors, moi, il se trouve que j'ai écouté ton podcast avant de lire ton livre, donc je trouve que ça fonctionne bien, en fait, d'avoir l'interview, justement, donc de ton témoin, et ensuite de le retrouver dans le livre. Mais je pense que l'inverse aussi fonctionne très bien, c'est-à-dire d'avoir la fiche métier et les informations essentielles dans le livre, puis ensuite de lui donner corps et de l'incarner avec le témoignage. En tout cas, ça fonctionne vraiment très bien. Je vais me concentrer maintenant sur le livre parce qu'il y a énormément de choses, de choses à dire. Donc tu disais que ce projet de livre, il était né en fait par de questions des étudiants. C'est vrai que ça fait partie du public à qui s'adresse ce livre, mais pas que. Voilà. Donc ce n'est pas que pour les étudiants, c'est aussi pour les professionnels de la communication et du marketing qui cherchent également à avoir une boussole parce que en fait toutes ces questions autour des segmentations métiers, on se les pose aussi parce que nos métiers évoluent. Je veux dire aujourd'hui vous êtes chargé de communication, ok c'est le même intitulé de poste, c'est la même entre guillemets fiche de poste, mais les missions elles ont complètement changé, les outils ont complètement changé, les périmètres changent également. Et en parlant justement de segmentation, il se trouve que dans le livre tu as fait une cartographie du digital par famille de métiers. Et donc, je vais citer ces familles. Donc, il y a la famille des métiers du développement. Il y a la famille de la communication digitale, du marketing et du e-commerce. La famille de la gestion et du pilotage. La famille data, IA et Internet des objets. La famille interface, graphisme et design. Et enfin, la famille sécurité, réseau, cloud et télécom. Et là, on voit bien que, en fait, ce qui définit ces familles de métiers, c'est aussi le degré de technicité et les objectifs de chacun de ces métiers. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est d'abord être exhaustif, hein, parce que souvent la question du digital, elle est un peu prise par un petit bout. Voilà, des gens qui connaissent bien ce métier-là vont parler de ce métier, alors que là, ce qu'on voulait, c'était offrir justement cette possibilité de choisir. Hein, et tu le sais, les métiers, même les intitulés, même quand tu parles de ces fameuses catégories, parfois elles sont pas très claires pour des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de ces métiers. Tu vois, quand on parle de sécurité, voilà, parfois on ne comprend pas très bien, on voit le hacker, mais on ne voit pas en face la personne qui va s'occuper de sécuriser les données. Donc, c'est effectivement important pour nous de vraiment travailler sur une vision exhaustive et puis après de définir cette exhaustivité, définir ces métiers qui sont dans chacune de ces catégories pour pouvoir trouver le bon métier, celui qui convient à la personne qui s'intéresse à ça.
Là aussi où alors là, je reconnais ton esprit scientifique, hein, parce que vraiment, enfin, c'est tout découle de source. Donc, lisez bien le livre dans l'ordre, parce qu'en fait, la clé de la suite vous est donnée systématiquement. Donc là, on a donné les familles de métiers, donc qui sont celles de la grande école du numérique. Et puis ensuite, tu as les métiers qui appartiennent à chaque famille et les compétences requises dans chaque métier. Et ça, c'est un nouveau mot-clé qui est très important, les compétences, parce que alors, en fait, dans le langage courant, quand tu parles de compétences, ça veut dire tout et n'importe quoi. Alors qu'en réalité, les compétences au sens professionnel du terme, eh ben, c'est des items qui sont référencés en France par le répertoire national des compétences professionnelles, le fameux RNCP. Et en fait, chaque métier est déjà, on va dire, décortiqué par des compétences qui existent dans ces titres RNCP. Donc tu t'es appuyé là-dessus, toi, Bertrand. Exactement, exactement. Et c'est important parce que quand on a interrogé justement les professionnels, on a été jusqu'à poser des questions. Voilà, je sais pas, prenons un exemple basique, mais Excel, est-ce que c'est important dans ton métier? Et puis si c'est important, jusqu'où on va, combien on peut traiter de données? Et puis quand on ne sait plus traiter ces données avec Excel, comment on les traite? Qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Donc on voit bien qu'on peut partir de références assez rapides, assez classiques, que les gens ont bien en tête pour pouvoir aller un peu plus loin vers les compétences métiers. Autre exemple, est-ce que écrire pour toi c'est facile? Est-ce que tu sais rédiger? Est-ce que quand tu fais des documents sur Word, tu es capable de faire plusieurs pages? Est-ce que tu fais des fautes d'orthographe? Voilà, donc on se rend aussi compte que voilà, si on veut devenir rédacteur web ou si on veut devenir community manager, bon bah il faut maîtriser la langue, il n'y a pas de doute, quoi, tu vois. Donc on va aussi sur ça. On a aussi des sujets qui sont revenus assez souvent autour de l'anglais. Tu vois, si je veux m'internationaliser, si je veux travailler sur des plateformes qui sont majoritairement en langue anglaise, bon, est-ce que je suis à l'aise avec l'anglais? Est-ce que je suis à l'aise avec l'anglais écrit, parlé? Donc, tu vois, si même on dit Excel, Word, anglais, on a déjà un peu, tu vois, quelques éléments qui nous permettent de nous dire quelles sont mes vraies compétences aujourd'hui pour pouvoir creuser tel ou tel métier. Alors justement, on va illustrer par un exemple du livre. Donc je vais reprendre celui que tu as donné en introduction, qui est celui de data scientist, hein. Quelle est la différence entre un data analyst et un data scientist? Ben, c'est très simple, il suffit justement de regarder la fiche métier. Le data scientist, en bon français, c'est le scientifique des données. Et donc, quelles sont les 4 principales compétences d'un data scientist? Ben, tu l'écris: compétences en statistique et en mathématiques, en Ouais, informatique et en programmation, en ouais, machine learning et intelligence artificielle, en ouais, communication, en visualisation de données. Et donc, les 3 missions du data scientist, donc, que tu décris dans le livre, c'est l'analyse des millions de données. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est automatiser les tâches en utilisant les langages de code comme SQL ou Python. Et la troisième, c'est la modélisation des données. Et donc, quand on va chercher le data analyst qui est à côté, eh bien, en fait, on se rend compte que le data analyst, il intervient plus tard par rapport au data scientist. Donc le data scientist, il va être dans la modélisation des données, on va dire dans le pilotage général de nos data. Là où l'analyste, bah, par définition, en fait, il va arriver sur l'analyse de toutes ces données et il va les rendre plus parlantes, plus palpables, plus concrètes pour la prise de décision qui va être prise par les différentes directions au sein de l'entreprise, la direction générale, etc. Donc les deux travaillent les mains dans la main, mais n'ont pas les mêmes compétences, même si on en retrouve certaines qui sont pivots, et donc tu l'expliques bien, par exemple le code, hein, effectivement, un data analyst, il faut qu'il ait également une maîtrise de SQL et Python, mais pas la même maîtrise que le data scientist, parce que le data analyst, il ne sera pas amené à intervenir sur la modélisation avancée ou le machine learning. exactement, exactement. Et simplement pour préciser quelque chose qui est important par rapport à ce que tu as dit, qui est très clair, c'est que c'est pas moi qui le décide, ce sont Oui. les interviews qu'on a fait qui expliquent. Et en l'occurrence, dans le métier de data scientist, on a 3 personnes qu'on a interviewées qui racontent leur métier. Et c'est à partir de ces 3 interviews qu'on a essayé de faire une petite synthèse dans le livre, effectivement, que tu as commenté, que tu as lu, qui permet de bien comprendre. Mais on se sert de l'expérience de ces 3 data scientists qu'on a justement interviewé dans le fameux podcast du Gagne-Pain. Hein. Et là, on en a fait une fiche synthétique en 2 pages, parce qu'effectivement, c'est plus facile de faire la synthèse. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un jeu de ping-pong entre le bouquin et le podcast. Et effectivement, c'est vrai. Donc, une fois qu'on a lu cette synthèse
Et si on est intéressé par ce métier, alors on peut aller plus loin, et on peut aller plus loin avec des petits QR codes qui, à la fin, renvoient vers les 3 interviews complètes de ces 3 data scientists qu'on a interviewés. Donc, ça permet à la fois de se dire, voilà, j'ai une vision synthétique, je comprends bien, et puis si j'ai envie de creuser ce métier, je peux le faire. Bon, si j'ai envie de passer à l'autre métier, je passe à l'autre métier, j'ai pas besoin d'écouter les interviews, mais si j'ai envie, je peux aller écouter 3 personnes qui travaillent dans ce métier et qui sont en plus dans des belles boîtes. Hein. Il y a une fille qui est chez Rakuten, une autre qui est SNCF chez aussi. SNCF. Bon, Oui. voilà, on a des belles entreprises avec des expériences concrètes qui sont racontées et plein de petites choses supplémentaires qui permettent voilà, de s'intéresser au métier, de trouver des petites anecdotes rigolotes. J'aimerais en ajouter une parce qu'elle me fait toujours rire et je la trouve amusante. C'est que on a interrogé, quand on a fait les interviews, on a interrogé les personnes qu'on rencontrait pour ces métiers. On leur a souvent demandé la même question qui était comment t'expliques ton métier à ta mère, hein. Et donc ça a à la fois un côté, bon, il faut expliquer simplement, il faut rendre les choses simples, mais bon, ça a un côté un peu amusant parce qu'on a souvent des réponses du genre, ah bah ouais, j'ai déjà essayé, mais j'ai eu du mal, ou elle comprend rien, donc je lui dis autre chose. Enfin voilà, il y a aussi cet aspect-là qu'on a voulu conserver, c'est-à-dire un peu la fraîcheur de ceux qui parfois ont du mal effectivement à expliquer leur métier à ceux qui ne le connaissent pas. Effectivement, donc Bertrand, je disais, c'est toi qui l'as écrit parce que c'est toi qui donnais les stylos, mais c'est vrai que ça s'appuie, hein, on le redit, sur tous les témoignages, les interviews que tu as pu faire, notamment pour le podcast Le Gagne-Pain. Bon, je pense que là, on a donné quand même bien envie, hein, de lire J'espère. ton livre. On Si tu veux, va je peux afficher un petit truc. Si tu veux, il y a quelques slides que j'avais préparés. Je ne sais pas si tu as envie que je le fasse. bien sûr, Euh, avec plaisir, ouais, si tu veux. ok. Parce que ça permet à la fois pour ceux qui nous écoutent, de regarder en même temps qu'on se parle, mais aussi d'avoir un lien direct vers le bouquin. Donc, ça permet de compléter ça et d'aller directement voir, parce Parfait. qu'il y a des extraits qui sont proposés en ligne. Donc, il y a la liste des métiers qui est proposée en ligne. Donc, ça permet aux gens, s'ils le souhaitent, d'aller un tout petit peu plus loin sur la compréhension de ce qu'il y a dans le métier, dans le bouquin. Parfait. Donc vous avez un QR code, hein, qui vient de s'afficher à l'écran pour en savoir plus sur le livre. Alors, juste, je termine sur la description donc des métiers parce que donc à chaque fois c'est quand même vraiment bien fait. Tu nous dis, alors c'est toi qui as construit quand même cette architecture. Donc on a le nom du métier, on a le contact en tout cas de la personne qui témoigne. On a cette première partie qui s'appelle comment expliques-tu ton métier de. Alors là par exemple je suis sur Customer Success Manager CSM à ta mère donc en 4 lignes. Donc c'est ton témoin qui se plie à cet exercice. Ensuite, on a une description, on va dire un peu plus générale, voilà, du métier. Les prérequis en termes de niveau d'études, les 4 principales compétences du métier, toujours le niveau d'anglais. Tu précises à chaque fois quel est le niveau Ouais. d'anglais requis. La description du métier et la description du métier, c'est des missions. En fait, c'est comme une fiche de poste. Hein, c'est comme si on devait postuler à une offre. Et puis, alors, un truc que je trouve vraiment génial, et ça, c'est une des nombreuses bonnes idées du livre, c'est la journée type. Voilà. Ouais, ouais. Ça permet vraiment de se projeter dans le métier. Et donc, la journée type, OK, concrètement, qu'est-ce que tu fais quand tu es Customer Success Manager dans ta journée de travail? Ouais, ouais. C'est vrai que c'était un sujet intéressant qui nous a beaucoup amusé dans les interviews sur le podcast. C'était d'expliquer, voilà, qu'est-ce que je fais le matin, j'arrive, j'ai des mails, j'ai une première, si je suis développeur, j'ai une première réunion, c'est un daily tous les matins. Exactement. Voilà, est-ce que j'ai des réunions où je dois me rendre à l'extérieur ou est-ce que j'ai des réunions en interne? Est-ce que j'ai beaucoup de mails? Hein, c'est quand même une question qui revient souvent. Donc, ça permet de décrire un peu comment on gère sa journée. Et puis, dans la même veine, parce que si on parle de la journée type, il y a aussi une chose qui va, disons, de pair avec ça, c'est un peu le mode de vie. Est-ce que je peux faire du télétravail? Combien de télétravail? Ça, c'est quand même une question qui revient très, très souvent. Hein. Donc, on l'a ajouté, on l'a collé à la journée type. Est-ce que je fais beaucoup de télétravail? Est-ce que je peux travailler 100% en distanciel? Est-ce que je peux travailler en province? C'est une question qui nous est revenue assez souvent aussi. Est-ce que je peux travailler dans une entreprise parisienne mais être basé à Nantes ou... Voilà, donc on a des exemples de ce type-là, de gens qui vivent en province ou de digital nomades qui se déplacent beaucoup.
Voilà, ça c'est aussi une manière de décrire vraiment concrètement le métier. Donc c'est ça, donc pour chaque métier, hein, donc il y a 7 journées type, le mode de vie, donc tu viens de le décrire, télétravail, est-ce qu'il faut être en région parisienne ou pas, ou même à l'étranger, hein, ça peut être Ouais, carrément télétravail à exactement. l'étranger. Et, très important, le salaire. Ah bah Voilà. oui, c'est quand Donc même un avec, peu la clé. et là aussi, nouvelle très bonne idée du livre, c'est que tu mets à chaque fois junior, confirmé et senior. Parce que Ouais, donner une fourchette de prix finalement, de prix pardon, de salaire, alors que pour la plupart c'est quand même aussi lié au niveau d'expérience, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, tu nous fais cette séparation en trois, junior, confirmé, senior, avec bien sûr des fourchettes parce que c'est pas non plus complètement uniformisé. Mais par exemple pour Customer Success Manager, tu vois, je disais donc dans le salaire, donc pour le junior, ça serait de 35 000 à 40 000 euros bruts par an. Pour le confirmé, c'est de 50 à 60 000 euros bruts par an. Et pour le senior, c'est de 65 à 80 000 bruts par an, avec un salaire variable qui peut être attribué en fonction des ventes additionnelles réalisées, parce que forcément, le Customer Success Manager, même s'il est là pour suivre les clients déjà acquis, et ben, il peut faire également du repeat business, hein, c'est-à-dire exactement. Les ventes vendre. additionnelles. Exactement. Et ça, ben, en tout cas dans le métier des commerciaux digitaux, ben, ça s'appelle du variable. Voilà. Exactement. Et tu termines Exactement. par les conseils. Donc ton témoin donne un conseil concernant les choix professionnels que vont faire les futurs CSM. Il dit ben, ok, vous devez faire attention à ce point-là, à ça, à ça, à ça. Voilà. Donc bravo encore Exactement. une fois. Bravo parce que c'est Exactement. vraiment très clair. Il y a une autre partie sur laquelle je voudrais insister aussi, qui vient tout à la fin, juste après les conseils, c'est les ressources. Parce que souvent, dans les interviews qu'on fait, on se rend compte que on demande aux gens d'être curieux, de s'intéresser à ce qui se passe dans le secteur, bref, d'être attentif à ce qui se produit dans le digital. Il se produit des choses tout le temps. Et donc, on leur a demandé quelles étaient les ressources. Donc, parfois, on se retrouve avec des ressources qui peuvent être culturelles. Bah, inspirez-vous de ce film qui correspond bien à l'esprit du métier, ou de cette série qui correspond bien à l'esprit du métier, ou de ce bouquin, ou de ce podcast. Voilà, donc on leur a demandé des ressources. Évidemment, il y a aussi beaucoup de ressources sur YouTube, hein, voilà, mais c'est aussi intéressant d'avoir concrètement, de la part des professionnels qu'on a interrogés, des ressources qui correspondent bien à leur métier, parce que parfois on se trompe, hein, on se dit ça correspond à un métier, où on a vu, je sais pas quoi, un film ou une série, on se dit ouais, ça correspond bien au métier. Et parfois, c'est pas tout à fait juste. Là, on a des ressources qui correspondent aux gens qu'on a interviewés, et pour lesquels elles ont envie de dire ça ressemble à mon métier. C'est intéressant d'aller voir ça. Alors, Donc, il y a plein de choses en plus à faire après la lecture du bouquin. Alors, on ne va pas faire saliver plus longtemps donc notre public, puisque dans l'intitulé de ce talk, donc il y avait les métiers les plus en vue, les plus recherchés, les plus porteurs du digital. Et il se trouve que justement, ben, dans ton livre, tu as fait le top 25 des métiers du digital. Alors, ce top 25, il s'appuie sur plein de sources. Déjà, il y a les classements, on va dire, les plus à jour, que ce soit de France Travail, donc le nouveau nom de Pôle emploi, d'Indy, de Monster, de Michael Page, d'Aravati, de Lance Digital. Donc voilà, les classements qui à chaque fois, chaque année nous disent quels sont les métiers les plus recherchés, c'est-à-dire ceux que les entreprises recherchent le plus à l'année, dans l'année en cours. Il y a aussi les interviews, donc les épisodes de podcast du Gagne-Pain qui ont été les plus écoutés, parce que ça aussi c'est un signe. Oui, oui, c'est un bon signe. Et tu as également, on va dire, tu t'appuies sur la connaissance du secteur que tu as toi, Bertrand, mais aussi avec tes différents comités pédagogiques, que ce soit au sein de Vinci ou dans les associations professionnelles dont tu fais partie. Donc on va pas donner ce top 25 parce qu'on va vous inviter à aller le découvrir dans le livre, mais on va peut-être donner le top 10, si tu veux bien, Ouais, Bertrand. ouais. Et donc dans ton Mais top, vas-y Bertrand. non, je voulais aussi rajouter que c'est un peu comme la recette du Coca, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un peu une recette magique pour avoir fait stop, parce que c'est évidemment pas évident de faire la moyenne de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on a déjà été, tout ce qui a déjà été publié, mais ça nous paraissait quand même très important
de classer, hein. C'est-à-dire qu'on avait aussi envie de dire voilà, quels sont quand même aujourd'hui les métiers qui sont les plus recherchés. Il faut que le bouquin puisse expliquer ces métiers, mais il faut aussi qu'il puisse les classer parce que il y a quand même encore, on le dit, hein, on peut le répéter, une pénurie forte, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent encore des talents et les métiers du digital continuent à recruter. Donc c'était intéressant de dire quels sont ceux qui recrutent le plus, quoi, tout simplement. Alors on y va, on fait le top 10. Donc le D'accord. numéro 1, c'est développeurs full stack. Donc, Ouais. Bah, le dev, hein, franchement, alors eh full oui, stack ou pas full stack, mais le dev, disons globalement, ça reste quand même un sujet numéro un, clairement, de la part des entreprises, hein. alors Après, tu veux que je cite les deuxièmes ou tu veux commenter un peu chaque métier comme tu veux? écoute, j'aime bien quand tu me fais à chaque fois un petit commentaire si ça te va, donc toi Ok. je te lance, tu vois, je te Le lance. dev, le dev, le dev, le dev, ça reste clairement une demande de beaucoup, beaucoup d'entreprises. Oui, et alors même si effectivement de plus en plus, grâce au no-code, grâce à l'IA, on va dire que les frontières entre les codeurs et non-codeurs ont tendance à s'estomper, mais toujours aujourd'hui en 2024, le développeur, la développeuse, ça reste un pilier du digital pour les entreprises. Le Ouais, numéro 2, clairement, clairement. Je voudrais insister sur ce point, si tu me permets, parce que bien sûr, c'est vrai qu'on est, nous, tous, toujours attirés par la nouveauté, par ce qui arrive, parce que, tu vois, l'IA, typiquement, voilà, ça va accompagner le code, on va pouvoir arrêter de coder en profondeur et puis céder à des… Mais bon, celui qui va maîtriser le code avec l'IA, c'est déjà un développeur, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui ne développe pas. Donc, faut faire attention, tu vois, à ce que on n'oublie pas disons, les fondamentaux et clairement pour moi et pour tous les professionnels qu'on a interrogés, la recherche de développeurs, elle est toujours forte et on cherche toujours des développeurs. Et disons qu'ils ont la belle vie, les développeurs, hein. Ils peuvent changer de boîte, ils peuvent avoir leurs propres conditions. Enfin, on le voit bien, hein. C'est quand même un métier qui est très, très prisé, donc des conditions de travail qui sont très agréables. le deuxième métier de notre top 10, c'est chef de projet digital. Alors, Ouais, chef de projet digital, en fait, c'est un intitulé qui est un petit peu piégeux parce que ça correspond à plein d'intitulés de métiers. C'est-à-dire que c'est vrai. si tu dis je cherche un job enfin, vraiment un métier dont l'intitulé est chef de projet digital, ben, on n'en trouvera pas tant que ça. Parce que c'est plutôt un métier qui se cache derrière d'autres intitulés. Ça peut être chef de projet web, ça peut être parfois Exactement. aussi chargé de mission quelque chose, ça peut Exact. être chargé de Exact. communication, etc., etc. Exact. Non, c'est vrai. Mais par contre, celui qui encadre le projet, Oui, qui va conduire le projet, qui va avoir la relation avec le client et avec l'entreprise et qui va faire en sorte que le projet arrive à son terme, c'est encore une pierre très importante dans les édifices et notamment souvent dans les grandes entreprises, hein, qui ont besoin d'être rassurées pour avoir quelqu'un qui va conduire ce projet. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais souvent dans les questions qu'on a posées pour expliquer ton métier à ta mère, là, la fameuse, bon ben voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui dit bon, tu sais, moi je fais comme papa, je suis chef de chantier, sauf que mon chantier c'est un chantier digital. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est ça, c'est un chef de chantier, c'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui monte les briques, c'est pas lui qui fait le ciment, c'est pas lui qui crée le site web ou l'application mobile, mais par contre il est garant du succès. Et souvent on en a besoin. Et là aussi il y a un besoin criant de gens qui à la fois savent faire, mais savent aussi faire faire. alors, les mots-clés de ce métier, hein, pour bien le comprendre, c'est évidemment gestion de projet. Et donc, les gestions de projet, ça va faire appel à des méthodes. Alors, il y a des méthodes certifiées et certifiantes, comme par exemple la méthode Scrum, qui permettra d'être product owner ou d'être Scrum Master. Mais il n'y a pas que ça. Exactement. Il y a il y a plein d'autres méthodes. Ça dépend en tout cas du secteur dans lequel vous allez travailler. Par exemple, il y a Kanban, voilà, qui est notre méthode de gestion de projet. Il y a la rigueur dans la présentation du cahier des charges, dans la livraison de projet, dans les délais. Donc c'est un métier en fait qu'on comprend mieux en regardant quelles sont les missions et les compétences. Et normalement, vous devriez retrouver ces missions et ces compétences dans plein d'autres métiers, même si l'intitulé n'est pas chef de projet digital. Exactement. Mais c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire décortiquer le métier, le rendre plus simple en l'expliquant comme on vient de le faire, tu vois, en quelques phrases. Là, en l'occurrence, en quelques pages dans chaque métier, on a 2 ou 3 pages, tu vois, ça va assez vite.
Donc, c'est exactement ça, rendre les choses simples. Et puis, bien expliquer qu'un chef de projet il a quand même besoin de savoir-faire. Hein. Il faut qu'il sache faire, comme un bon chef de chantier. Tu vois, le chef de chantier, s'il a un problème avec le mec qui fait les briques, il va le faire à sa place. Hein, peut-être quelques jours, quelques heures, parce qu'il a un problème. Bon, bah là, pareil, si jamais on a un souci, on a une petite urgence, il faut savoir aussi se mettre à la place de celui qui fait et le faire à sa place. Mais il est Oui. surtout garant du projet. Il est surtout garant et du respect des délais. Le troisième métier, on revient vers le code, c'est développeur et Ah ouais, développeuse d'applications mobiles. Alors bon, on a ouais, déjà dit beaucoup de choses sur ouais, développeur full stack. Là, on va dire que c'est plutôt, enfin c'est précisément vers l'application mobile. Bah forcément, hein, je veux dire le monde est de plus en plus mobile, exactement. donc il faut avoir des spécialistes aussi du dev sur mobile. Exactement. Et en plus, ce qu'on constate dans le mobile, tu sais que c'est un sujet qui Ah me oui, touche particulièrement depuis longtemps. Ce qu'on constate dans le mobile, c'est que on a de plus en plus aussi d'applications qu'on appelle hybrides. Hein, et donc, on a notamment dans cet exemple-là un vrai développeur d'applications hybrides, c'est-à-dire des applications qui vont à la fois être disponibles sur iOS et Android avec le même code. Hein, et donc là, on a effectivement, je pense, un regain d'intérêt en ce moment pour le développement mobile parce que le développement hybride se développe. Et donc, c'est des nouvelles formes de développement, c'est des nouvelles formes de code qui permettent aux entreprises de gagner de l'argent, d'aller plus vite dans la gestion du code, hein, ne plus développer et sur iOS et sur Android, mais de développer en un seul code la même application. C'est exactement ce qu'on explique dans ce métier passionnant. Passionnant. Et avec si ça vous intéresse, avec un développeur, je crois que c'était un des exemples qu'on prenait tout à l'heure, mais un développeur qui travaille en province et qui bosse pour une boîte parisienne et qui explique comment il fait pour alterner de l'un à l'autre. exactement. Il est chez Devoteam. Voilà. Donc, Exactement, chez Devoti. Ouais. le quatrième métier, on en a parlé tout à l'heure, c'est data scientist. Alors bon, on va pas en Ouais. reparler, mais voilà, On en a forcément, beaucoup parlé, mais c'est important, important. La il est data, ça reste exactement. une clé. On le retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers et clairement, c'est un sujet majeur. Il est placé, voilà, il est placé dans notre top 10, il est en quatrième position. Cinquième position, c'est consultante en cybersécurité. Eh oui, mais oui, on en a parlé tout à l'heure, la cybersécurité, c'est un sujet. Alors peut-être que ça a été un peu boosté à l'occasion de l'écriture de ce livre et des interviews qu'on a fait avec les JO, hein, puisqu'on va bientôt ouvrir les JO et on sait que la question de la sécurité informatique, elle était très importante dans la préparation des JO, mais c'est quand même une constante. On a besoin de gens qui vont assurer la pérennité des données de l'entreprise, s'assurer qu'elles sont correctement protégées et puis aussi formés. Hein. Ce qu'on voit dans le métier, c'est que le consultant, il a aussi pour mission d'accompagner les équipes de l'entreprise pour les aider à faire les bonnes pratiques, bien gérer ses mails, bien gérer son ordinateur, voilà, bien faire en sorte que personne ne puisse attaquer l'entreprise à cause de ses propres usages. Oui, il y a une dimension action, bien sûr, hein, traquer les virus, intervenir lors de cyberattaques, mais il y a aussi, tu l'as dit, l'éducation, la formation, l'évangélisation autour des bonnes pratiques, bref, de la prévention. Donc le consultant cybersécurité, et d'ailleurs tu l'expliques bien dans la fiche métier, c'est pas uniquement quelqu'un qui est derrière son ordinateur en train de regarder que tout se passe bien. Non, c'est plutôt quelqu'un qui va justement au contact de ses collègues et qui va créer des modules de formation, d'éducation, parce que bah, en matière de cyberattaque, la prévention est toujours plus efficace que la remédiation. Exactement. Et c'est très important dans le métier, effectivement, de connaître un peu les failles pour expliquer aux autres dans l'entreprise comment combler ces failles. Hein. Et on sait bien, on le voit bien dans notre quotidien, il y a pas mal de gens qui sont un peu négligents sur, je sais pas quoi, l'ouverture d'une pièce jointe. Enfin, tu vois, il y a des choses qu'il faut apprendre. Voilà. Le sixième métier, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est Customer Success Manager, en bon français, responsable de la satisfaction client. Eh oui, Euh, commercial, même un peu. Il en exactement, faut. exactement. Alors, c'est un commercial qui est particulier parce que là où on a plutôt effectivement notre commercial qui est plutôt sales, qui est là pour vendre le produit à des gens qui ne le connaissent pas encore, là on est sur un commercial qui intervient donc dans l'après-vente qui est en fait le plus difficile. C'est-à-dire que ok, une fois que je t'ai acheté ta solution, très bien, je l'ai installée, maintenant il faut que je puisse bien m'en servir et que ça s'intègre réellement dans ma réalité professionnelle parce que ensuite ben, on va être sur un modèle en général d'abonnement.
Donc Mm. forcément, ce CSM, il est là pour que tout se passe bien, pour peut-être aussi me former, me montrer les nouvelles fonctionnalités et également remonter les dysfonctionnalités. C'est-à-dire qu'il va faire part à son équipe technique, peut-être de difficultés techniques, de bugs qu'il peut y avoir dans le cas de l'utilisation du client pour améliorer en permanence le produit. C'est un métier qui n'est pas facile, Bertrand, hein. Non, non, c'est un métier qui est difficile. Et à une certaine époque, on aurait appelé ça un peu technico-commercial. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît vraiment la machine, qui connaît vraiment les outils de l'entreprise, qui connaît les solutions que propose l'entreprise, qui les manie très bien et qui est capable de les déployer chez son client. Et on a parlé tout à l'heure aussi de upsales. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il a déployé les solutions, fait en sorte que le client l'utilise le mieux possible, quelle que soit la solution proposée, il est aussi capable de dire, bah tiens, vous pourriez aussi rajouter cette fonctionnalité ou ce type de produit qu'on commercialise aussi et qui permet de vendre un peu mieux ou un peu plus les solutions proposées par l'entreprise. Alors ça, pour le coup, tout à l'heure, je disais que dans le cas de chef de projet digital, parfois les intitulés de poste changent, donc il faut plutôt regarder les missions et les compétences pour voir qu'il s'agit effectivement d'un recrutement de chef de projet digital. Là, avec CSM, Customer Success Manager, vraiment, hein, vous regarderez toutes les startups, toutes les entreprises qui font du SaaS, c'est-à-dire qui vendent du logiciel, elles recrutent des Customer Success Managers. C'est un Exact. métier qui est vraiment sous tension. Toutes les boîtes en cherchent. Exact, exact. Et c'est un profil vraiment particulier parce qu'il faut être bon techniquement et être bon commercialement, ce qui est pas évident. Et tu fais bien d'insister sur ça parce que je crois que c'est important. C'était aussi un de nos objectifs, c'était à chaque fois de traduire le nom du métier parce que parfois, voilà, on se cache un peu derrière des mots anglais, voilà, parce que l'entreprise, elle utilise, disons, l'intitulé du poste qui vient souvent des États-Unis ou d'Angleterre. Bon, il fallait qu'on traduise. Donc, effectivement, nous, on a, sur cet exemple précis, Customer Success Manager, responsable de la satisfaction client. Voilà, on essaie d'être plus clair. Encore une fois, la traduction n'est pas toujours la même parce que ça peut dépendre un peu des entreprises, mais ça n'empêche que, voilà, au moins, ça donne une clé. Donc, à chaque fois, tous les métiers, s'ils ont une origine anglaise, on les traduit pour que les choses soient plus simples et c'est plus clair. C'était aussi une demande importante des gens qu'on rencontrait pour l'explication des métiers. Alors, d'autant plus, Bertrand, tu fais bien insister là-dessus, pour Customer Success Manager, que responsable de la satisfaction client, ça donne déjà une orientation très nette par rapport à relation client, hein. Satisfaction Oui, client, c'est une relation client réussie et transformée positivement. exactement, exactement. Le septième, Parfois, on a beaucoup hésité sur la véritable traduction, c'était pas toujours évident, mais celle-là, elle est pas mal. le septième, En fait, je crois pas qu'on l'ait choisi, c'est le Customer Success Manager qui nous l'a donné, hein, oui, sa euh, traduction. le septième métier, c'est UX designer. Alors là aussi, hein, Ah ouais. UX designer, pareil, c'est pas forcément un métier que vous retrouverez comme ça, hein. Vous tapez UX designer. Non, c'est plutôt un métier que vous retrouverez derrière d'autres types de métiers. Et notamment dans UX designer, ben, il faut avoir des notions quand même de dev, hein, Bertrand. C'est ça l'histoire, hein. Sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut être capable de comprendre ce qui se passe, ce que font les développeurs. Et là, on l'a traduit par concepteur de l'expérience utilisateur. Enfin, Oui. encore une fois, je crois qu'on s'est inspiré de Peter qu'on avait interviewé dans le podcast qui nous avait donné cette explication. Mais effectivement, je crois que c'est pas mal. Concepteur ou conceptrice de l'expérience utilisateur, ça me paraît pas mal. Effectivement, ça veut dire que à la fois on sait ce que fait l'entreprise, comment elle conçoit le produit digital évidemment, mais en même temps on se met à la place du client lambda qui se connecte, soit à l'application, soit au site mobile, soit au site web, et on voit les éventuels problèmes qu'il peut y avoir et on essaie de les résoudre. Alors, vraiment, j'insiste parce que c'est ce que je dis aussi auprès de mes étudiants, parce que UX designer, c'est un métier comme ça qui fait rêver, parce que ça fait appel à la créativité. Tu sais, ce fameux mot, c'est un mot valise, créativité, parce que ça veut dire énormément de choses. UX designer, c'est plutôt un métier qui va s'appuyer sur des données rationnelles, de la data, notamment, je sais pas, par exemple, vous voyez sur votre application mobile, vous avez une concentration des clics et des interactions qui se fait sur tel ou tel item, telle ou telle partie de l'écran. Ben, vous allez vous appuyer sur cette data pour ensuite
imaginer les solutions de design et solutions techniques qui vont peut-être fluidifier la navigation, qui vont peut-être permettre une transformation plus rapide dans le cadre du e-commerce. Donc c'est un métier qui est plus scientifique qu'il n'y paraît, hein, Bertrand. C'est vrai, c'est vrai. Je vois que tu as demandé sur le chat qu'on réponde à des questions. Donc, je vois qu'il y a une question sur le marché caché de l'emploi. Donc, je voudrais simplement dire que, bon, on va peut-être la laisser de côté pour l'instant parce qu'on est dans les métiers, mais on va y répondre parce que c'est une Oui, question très importante oui. et qui m'est apparue très importante à l'écriture de ce livre, clairement. Clairement. Effectivement, donc Donc, c'est Faustine Faustine, qui me pose la restez question. bien là. On va répondre à cette question. On va y répondre avec plaisir même. On termine Ok. notre top 10 parce que donc le huitième métier, c'est growth hacker, c'est le pirate de Ah, la croissance. Alors, le growth fameux. hacker, c'est un Ouais. professionnel du marketing digital, mais un peu particulier. Pourquoi il est particulier? Bah, il est particulier parce qu'il connaît un peu toutes les techniques, il est un peu filou d'une certaine manière, hein, donc il va essayer d'utiliser toutes les techniques de l'utilisation justement de la data, hein, pour aller améliorer la croissance de l'entreprise, aller chercher des infos sur ses concurrents, aller chercher des bases de données dans tous les sens, essayer d'optimiser tout ce que peut faire le marketing digital pour accélérer la croissance. C'est un poste qu'on retrouve au départ principalement dans les startups, ou des boîtes qui sont en forte croissance comme ça, mais c'est aussi maintenant un job qu'on retrouve dans des plus grandes entreprises, hein, donc pour accélérer la croissance. Très Le, intéressant. L'interview est très intéressante, je la recommande. le neuvième, c'est SEO manager. Donc, Bon, ouais, le SEO est toujours là, hein, toujours, le référencement toujours, naturel. ouais, toujours. Influencé énormément par le mobile, évidemment. Donc on parle surtout de SEO mobile. On parle aussi d'influence de l'intelligence artificielle, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais on va retrouver l'intelligence artificielle dans beaucoup de métiers. On va voir l'influence qu'elle peut avoir dans beaucoup de métiers. Et là, clairement, il y a aussi une influence sur le SEO manager. Le dixième métier de notre top 10 des métiers. Alors, il y en a 25, je vous rappelle, hein, donc Ouais, c'est un top 25 dans le livre. Donc là, on vous a donné une partie avec ce top top 10, 10. ouais. C'est le community manager slash social media manager. Alors, tu l'as regroupé effectivement parce que c'est deux métiers frères siamois, mais c'est pas exactement la même chose. Un community manager n'est pas exactement un social media manager, mais Ah, la même tu les chose. as traités ensemble parce que c'est vrai quand même il y a beaucoup de choses en commun. C'est un métier qui est vraiment sous tension, hein. On peut vous le dire, hein. Toutes les boîtes, elles recherchent des community managers, des social media managers, parce que les réseaux sociaux, ça y est, en 2024, c'est devenu, pour la plupart de ces entreprises, un des principaux vecteurs, si ce n'est le principal vecteur d'acquisition. C'est clair, c'est clair. Et on les a regroupés aussi parce que on a eu la chance de faire deux très belles interviews avec Isor, qui est community manager chez Biocop, Oui, et avec Quentin, qui est social media manager chez Dassault. Hein, donc voilà, des belles entreprises, des belles expériences qu'on a eu plaisir à faire avec Majdeline sur le gagne-pain dont on parlait tout à l'heure. Et donc, effectivement, il nous a semblé nécessaire de dire, voilà, on va les regrouper parce qu'on va montrer à la fois les différences, les similitudes, comprendre un peu comment les deux métiers marchaient main dans la main d'une certaine manière, même ils étaient différents. Et il faut aussi dire que parfois, sur certains métiers, on a choisi aussi de regrouper des interviews qui montraient que tu vois, tel métier dans une structure type annonceur, grande marque, etc. Et ce même métier dans une agence ou un prestataire, ben, ce n'est pas tout à fait le même métier. Donc, on essaie aussi d'expliquer ces différences quand le métier n'est pas forcément fait dans la même structure d'entreprise. voilà, donc c'est bon pour ce top 10, et donc on bascule vers la fin de ce talk, et on va répondre à Faustine sur effectivement ce marché caché. Parce que dans le livre, tu te contentes pas de faire la cartographie et la description de ces métiers. Tu donnes également la parole à 10 expertes et 10 experts du recrutement et du digital. Et donc, en fait, ils donnent leurs conseils pour pouvoir exercer ces métiers et surtout, on va dire, les clés du marché. Et justement, dans un de ces conseils, donc tu as un de tes experts qui s'appelle Hervé Bonnemalheur, qui est consultant en transition de carrière chez Enjeu, dirigeant et expert en networking, donc qui est, on va dire, un recruteur, hein, qui est un spécialiste en tout cas de la chasse. Et lui, il parle du marché caché de l'emploi. C'est quoi ce marché caché, Bertrand?
Pour moi, ça a été une grande découverte. En fait, l'intitulé du marché caché de l'emploi était pour moi un peu obscur. Bon, je connaissais le concept et je vais essayer de vous l'expliquer, mais par contre, je ne me rendais pas compte de l'importance que ça avait. Je pense que c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Hein, quand on cherche un boulot, on répond à une annonce. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, bah, il se trouve un emploi sur deux ne publie pas d'annonce. Hein, et donc, le marché caché de l'emploi, c'est ce marché qui n'a pas été publié en tant qu'annonce. Donc, comment ça se passe? C'est assez simple et vous l'avez déjà vécu des dizaines de fois autour de vous, c'est sûr. Ben, moi, je cherche un bon UX designer. Je sais que Louis, il connaît plein de gens et qui connaît des bons UX designers. Je vais lui dire, tu connais pas un bon UX designer? Et puis, ben voilà, je vais faire confiance à Louis. Je vais aller appeler la personne qui m'a recommandé et puis je vais embaucher cette personne. J'aurais à aucun moment publié une offre et j'aurais fait appel à mon réseau pour trouver la bonne personne. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi parce que tout simplement, il n'a pas été publié, il n'a pas été montré à tout le monde. Et c'est très important. Ça concerne aussi les fameuses recommandations qu'on peut avoir dans les entreprises, la cooptation. On dit, tiens, toi, tu es dans l'entreprise, tu fais déjà ce job, et tu dis, bah, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait venir dans notre équipe pour renforcer notre équipe. Et la personne va, je sais pas, faire appel à quelqu'un qui était dans son réseau, quelqu'un qui était dans son école, quelqu'un qui a fait le même diplôme que lui. Bon, voilà, ça aussi, cette cooptation, ça fait partie du marché caché de l'emploi. Et puis, évidemment, derrière tout ça, il y a LinkedIn. Parce que si Louis me dit, tu devrais appeler machin pour faire UX designer, je vais aller voir son profil LinkedIn. Il faut que ça colle quand même. Je vais quand même me rassurer un peu. Donc voilà, LinkedIn joue un rôle important. Et ce que dit Hervé dans l'interview qu'on a fait avec lui, c'est que plus le marché est en tension, plus le marché caché de l'emploi est important. Donc ça veut dire que plus on a des besoins de recherche, plus on va essayer de faire appel à son réseau, à demander des avis, de se rassurer en fait. Si je sais que Louis est très bon en UX designer, je serai rassuré par la recommandation que tu vas me faire, c'est sûr. Tu vois, donc ça, c'est ça le marché caché de l'emploi. C'est très bien expliqué dans l'interview, là aussi, et c'est très bien expliqué surtout pour se dire comment moi, si je cherche un boulot, je fais pour accéder à ce marché caché de l'emploi. Et la réponse, bah, elle est dans ce que je disais par rapport à LinkedIn. Que je sois bien visible sur LinkedIn, que mes mots-clés apparaissent, que je développe mon réseau, que je sois présent, je ne sais pas quoi, dans des événements, dans des associations professionnelles, bref, que je sois visible pour que le jour où quelqu'un cherche, ils disent, bah, tu devrais appeler machin, il est très bien. Donc, c'est aussi ça qui est important, développer son réseau pour accéder au marché caché de l'emploi. Alors, Bertrand, on complète donc ce que nous dit Hervé. D'ailleurs, je vais vous lire un petit passage tu as raison, Hervé Bois-de-Malheur explique très bien les choses, mais c'est pas de l'entre-soi. Voilà, il ne faut pas voir Non, ça comme de l'entre-soi et comme un milieu très non, fermé. ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est un milieu qui est très ouvert, mais il y a tellement de besoins et surtout, les métiers évoluent tellement vite que la meilleure façon de réussir son recrutement, ou en tout cas de le faire le plus rapidement possible et entre guillemets de minimiser les chances de se tromper, c'est justement de faire confiance en des gens que l'on connaît, dont on connaît le talent. C'est-à-dire que quand on va demander, moi j'ai demandé à Bertrand, je cherche un expert en mobile marketing parce que je sais que Bertrand, c'est un de ses sujets. Quand il va me recommander quelqu'un, en fait, je vais faire confiance à la compétence professionnelle et donc au discernement professionnel de Bertrand sur la recommandation qu'il va me faire. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et donc, Ouais. ce que tu disais sur le réseau, et le réseau, c'est le réseau physique, bien sûr, hein, les associations, les événements auxquels on peut participer, qui sont liés justement à nos métiers, que ce soit notre métier actuel ou celui qu'on a envie d'exercer. Mais c'est aussi sur LinkedIn. Et d'ailleurs, je vais lire le passage sur LinkedIn d'Hervé. Hervé nous dit énormément de recruteurs passent par LinkedIn pour faire des recherches, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans. Voilà. Ça paraît évident, mais c'est la réalité. Si un recruteur cherche un profil de développeur, il va regarder il va regarder sur LinkedIn. Si le profil a les bons mots-clés, il va le trouver et le regarder. Donc, c'est-à-dire il a le bon mot-clé sur la composition de son profil, dans son intitulé, Exactement. dans ses différentes expériences professionnelles, dans son à propos. Vous savez, vous avez
un petit espace de 10-15 lignes dans lequel vous pouvez expliquer qui vous êtes, ben là, voilà, vous allez devoir mettre des mots-clés qui sont en lien avec ce métier de développeur. S'il est à jour et bien fait, cela va donner envie aux recruteurs de se mettre en contact avec vous. Attention, cela pourrait même étonner un recruteur de chercher un candidat dans le digital et de se rendre compte qu'il n'a pas un bon profil à jour. Ouais, oui, Forcément. c'est évident. C'est évident. Mais s'il est essentiel d'avoir un profil bien construit sur LinkedIn, c'est-à-dire en mode CV digital, l'usage de LinkedIn est celui d'un réseau social. Il est donc important d'y être actif en partageant des articles, en likant, en commentant des sujets, des thèmes en lien avec ces centres d'intérêt professionnels. Ouais. Tout est dit? Ben oui, tout est dit, exactement. Non, c'est pour ça que franchement, cette interview, je suis content que la question ait été posée par Faustine parce que comment dire, cette description qu'on a réussi à faire avec Hervé sur le marché caché de l'emploi, tu vois, ça a permis de mettre des mots sur un sujet que je voyais bien, que j'imaginais bien, mais que je n'avais pas conceptualisé de façon aussi claire. Et donc, c'est une très belle interview, très belle interview. Et je suis content qu'on ait posé cette question. Bertrand, on arrive à la fin de ce talk. Merci encore d'avoir pris ce moment pour parler donc de ton livre. Je rappelle, Je trouve un job dans le digital, sorti aux éditions Duno. Vous avez également le podcast Le Gagne-Pain que vous pouvez écouter dès maintenant si vous le souhaitez, autour donc des principaux métiers en tension du digital. En conclusion de ton livre, parce que donc tu fais une conclusion aussi, Bertrand. Oui, exactement. Je vais pas la lire, mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et donc je voulais partager lors de ce talk. C'est tu nous dis, il y a plusieurs tendances que tu souhaites, que tu as souhaité souligner à l'issue de ces interviews et l'écriture de ce livre. Tu parles de la technologie, bien sûr, l'évolution de la technologie, la curiosité qui est essentielle parce que c'est celle qui nous amène à être innovants. La communication, et quand tu dis la communication, c'est la communication interpersonnelle, c'est de réussir à expliquer de manière simple, concise, pédagogique ce que l'on fait et pourquoi on le fait, de façon à embarquer avec soi. La flexibilité, c'est à la fois la flexibilité dans la façon de travailler, mais aussi dans son propre fonctionnement, pour s'adapter aux autres. Hein. C'est des métiers dans lesquels on est toujours en prise avec les autres, c'est un vrai travail d'équipe. Et puis, moi j'ai adoré ça. Tu nous as dit l'amour du métier. Voilà. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'amour du métier? Mais ça veut dire que, non, mais tu as tout à fait raison. Moi aussi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup surpris parce que, comme toi, ça fait quelques années que je travaille dans le digital et je me suis rendu compte que les gens étaient contents de faire ces métiers, que ça leur plaisait, qu'ils avaient envie d'en parler, qu'ils étaient, disons, heureux dans leur job. Hein, et pour une grande majorité d'entre eux, c'était effectivement le cas. Ils avaient ce plaisir d'aller tous les matins travailler parce qu'ils étaient, comme tu l'as dit, dans la technologie, machin, mais c'était l'amour de leur métier qui leur plaisait, d'être dans la tendance, d'être dans les nouveautés, effectivement. Et ça, c'est très beau, c'est très beau. Franchement, c'était comment dire, une sorte de trait commun quasiment aux 70 interviews qu'on a faites. Voilà, cette passion qu'on sentait dans le métier. Et je trouve que ça fait plaisir parce que c'est pas toujours évident. Hein. On voit autour de nous que, bon, voilà, il y a des gens que leur métier ne passionne pas. Bon, là, on avait vraiment, grâce au digital, des métiers passionnants, des métiers où les gens étaient heureux. Et bon, voilà, ça m'a aussi fait plaisir pour ça. En tout cas, la lecture de ce livre, on vous la recommande ainsi. Que vous soyez déjà effectivement dans le marché du digital, que vous soyez en savoir plus peut-être sur le métier que vous exercez aujourd'hui ou celui que vous allez exercer demain. Peut-être que ça peut donner aussi envie à ces professionnels de témoigner dans un futur épisode du Gagne-Pain. Hein, Bertrand, on ne sait jamais. Avec plaisir, bien sûr. Envoyez-moi un petit message sur LinkedIn. Je suis très réactif, très attentif sur LinkedIn. Donc, si vous avez envie de témoigner pour votre métier, je serais ravi de vous inviter dans un prochain épisode. Pour la rentrée, évidemment, là on va partir un peu en vacances, mais à la rentrée, on sera ravis de le faire et ravis de répondre à vos questions également sur LinkedIn si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas. Je suis très présent sur LinkedIn, je serai encore présent pendant quelques jours avant de m'éclipser et de faire une petite pause digitale.
C'est ça, donc vous voyez, Bertrand le dit à ma place. Si vous souhaitez en savoir plus sur son livre, si vous l'avez lu, que vous avez encore des questions, ou que vous souhaitez simplement le remercier, n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn. Que vous soyez donc étudiant, que vous soyez en reconversion, vraiment, enfin Que vous soyez formateur aussi. Moi, j'ai eu Oui, beaucoup de remarques de la part de gens qui font de la formation et qui accompagnent ou qui même conseillent des gens dans leur orientation. Tu sais, les fameuses orientations de carrière pour disons, les gens en reconversion, mais aussi pour les jeunes professionnels, hein, pour choisir leurs études. Voilà. Donc, on a aussi des gens qui accompagnent, soit dans la recherche d'emploi, soit dans la recherche de formation. parfait. On vous souhaite en tout cas un bel été. Merci encore Bertrand d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi, Louis. Très bel été à toi aussi. Et à très bientôt avec le MBMCI. Merci beaucoup. À bientôt. Nous sommes très fiers d'être une nouvelle fois numéro 1 du classement EduUniversal. C'est la reconnaissance du savoir-faire de toute l'équipe pédagogique et puis aussi du talent de nos étudiants qui nous font confiance depuis plus de 20 ans maintenant. Nous avons 3 gros points forts au sein du MBMCI. Le premier point fort, c'est opérationnel. Nous avons un enseignement, une pédagogie qui est basée sur la pratique. On souhaite que nos étudiants mettent les mains dans le cambouis parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Le deuxième point fort, c'est l'état d'esprit de notre formation. C'est vrai que le mot bienveillance est un mot un petit peu galvaudé, on ne sait plus vraiment à quoi ça correspond. En tout cas, nous, chez nous, on sait à quoi ça correspond. C'est-à-dire que c'est un esprit d'entraide, de solidarité, parce qu'on apprend essentiellement des autres. C'est en voyant comment les autres font, en s'inspirant de ce qu'ils font, qu'on perfectionne aussi sa propre technique digitale. Le troisième point fort, c'est le réseau. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que notre MBA existe et nous avons plus de 1200 diplômés qui eux aussi sont dans l'esprit d'entraide, de solidarité pour aider les étudiants qui eux aussi souhaitent faire du marketing digital leur avenir. 3 mots pour qualifier le MBA, je dirais plutôt trois expressions. La première, c'est plafond de verre. En nous rejoignant, vous allez apprendre à lâcher prise, peut-être aussi découvrir des ressources insoupçonnées en vous. C'est un vrai MBA d'accélération, de transformation. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir coller à votre projet professionnel. Justement, il se trouve que le projet professionnel, c'est le deuxième mot qui correspond à notre MBA. On est là pour vous accompagner dans votre projet professionnel, pour vous aider à le construire. Peut-être qu'en nous rejoignant, vous aurez juste des intuitions, des pistes et qu'il faudra encore le consolider. Et c'est exactement ce que nous faisons dans le MBA. Et ensuite, le troisième mot, c'est innovation. L'innovation, c'est stratégique aujourd'hui de s'intéresser à toutes les technologies émergentes. Je pense que vous avez entendu parler du Web3, du métavers, des NFT. Et bien dans notre MBA, nous allons au-delà de l'acculturation. Nous avons également un apprentissage de l'innovation pour pouvoir anticiper les futures technologies de rupture qui auront un impact sur le marché et le business en général. Il y a énormément de métiers dans le digital. Dans le marketing digital, bien sûr, et vous allez du community manager jusqu'au traffic manager, chef de projet digital. Et c'est vrai que c'est difficile parfois de se repérer dans ce carrefour de métiers. Nous, on part du principe que le marché a besoin de généralistes, a besoin de talents qui sont capables de comprendre, de faire du SEO, mais également de la publicité en ligne, mais également des réseaux sociaux, mais également de la stratégie digitale, mais également du trafic, mais également peut-être aussi de scénariser des applications mobiles. Tous ces aspects du marketing digital, nous les voyons dans notre formation de façon à donner à nos étudiants toutes les clés pour pouvoir se débrouiller dans ce monde fantastique et plein d'opportunités, mais dans lequel il y a besoin d'avoir une boussole. Le MBMCI, ça peut être, si vous le souhaitez, votre boussole.